Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être notre invité politique ce matin. Vous êtes député de l'Essonne, président de Debout la France. On va évidemment commencer en parlant du conflit entre Israël et le Hamas. C'est la France qui a voté la résolution de l'ONU qui demande une trêve humanitaire immédiate. Ce que demande clairement Emmanuel Macron, il l'a redit vendredi à Bruxelles. Vous le soutenez ? Mais je demande de la même façon une trêve humanitaire. C'est impératif. J'ai condamné avec la plus grande force l'attaque terroriste du 7 octobre. Mais je considère que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est une abomination et loin de servir Israël, sa sécurité, risque d'entraîner un engrenage absolument dramatique pour Israël, pour sa sécurité, son existence même, et pour la paix du monde. Donc Israël a le droit et le devoir de se défendre face à cette organisation terroriste, d'éradiquer le Hamas. Mais ce n'est pas une punition collective, sans aide humanitaire, qui va régler le problème. C'est pas vrai. Donc, vraiment, on est à une... Enfin, chaque mot compte. Et je pense que les responsables politiques français, d'où qu'ils viennent, devraient vraiment mesurer chaque propos, parce que nous sommes sur un fil. Mais vous le dites, chaque mot compte. Est-ce qu'Emmanuel Macron a eu les bons mots pour vous ? Emmanuel Macron a fait une tournée catastrophique. Pourquoi là-bas. catastrophique ? Parce que il a eu des discours différents selon les interlocuteurs. Sa diplomatie est en état de mort cérébrale, comme dit ce matin Nicolas Bavrez dans le Figaro. Article, et c'est pas moi, excellent. Excellent parce que Emmanuel Macron est arrivé en Israël en sortant sa coalition contre le Hamas, qui était quasiment un engagement de la France à rentrer dans la guerre, qui était une aberration et dont Israël ne voulait pas. Après... Parce qu'il a dit on n'enverra pas de militaires. Non mais attendez, une coalition, c'était absurde. Même l'Élysée a été obligé de démentir, ce qui prouve l'état d'amateurisme d'Emmanuel Macron. Pour vous, c'est de l'amateurisme, cette idée de coalition. Mais ça n'a aucun sens, c'est absurde. D'abord, à sa place, j'aurais été plus tôt en Israël, j'aurais pas attendu tant. Ensuite, j'aurais surtout pas sorti cette idée de coalition anti-Hamas qui n'a aucun sens et dont Israël ne veut pas. Et puis ensuite, il est allé faire le tour en disant à chacun quelque chose de différent. Mais est-ce que tout ça est dérisoire et c'est triste parce que ça abîme la position de la France. Mais tout le monde sait que la France n'a plus de politique étrangère indépendante. Tout le monde sait que Emmanuel Macron ne pèse rien en matière de politique étrangère parce qu'il s'est décrédibilisé comme sur le territoire national comme en France, auprès de tous ses interlocuteurs. Et pourtant, il est le seul à l'heure actuelle à être allé parler à tout le monde. Il est allé en Israël, il est allé en Cisjordanie, en Jordanie, en Égypte. Pourquoi vous dites qu'il est décrédibilisé ? Mais parce que, comme le dit Nicolas Bavrez dans son éditorial, vous pouvez parler à tout le monde et dire n'importe quoi, ça ne fera pas avancer les choses. Quelle est la politique étrangère de la France ? Mais en quoi il a dit n'importe quoi ? Mais parce qu'on ne peut pas d'un côté dire on fait une coalition anti-Hamas et après aller voir les autres en disant on va voter la résolution de l'ONU. Il y a un moment, il faut savoir où on habite. Et ma position, en tout cas la mienne, est claire. C'est une position, j'allais dire, gaullienne. Et je suis triste d'ailleurs que dans la vie politique française, cette position n'ait été exprimée que par Dominique de Villepin, Hubert Védrine, hier, là aussi dans un autre article. Pour moi, condamnation totale de l'acte terroriste abominable du Hamas. Éradication du Hamas, oui. Punition collective qui risque de créer un engrenage fatal pour Israël dans les années à venir, non. Et c'est là où il faut une trêve humanitaire, une pause humanitaire, pour permettre d'abord concrètement, parce qu'il faut être concret, d'acheminer l'aide. Ce qui se passe à Gaza hier, ce matin, est dramatique, donc il faut acheminer de l'aide. Ensuite, il faut aussi une perspective politique. Beaucoup d'Israéliens le disent aussi, donc c'est pas une position contre Israël. Mais quelle est la différence entre ce que vous nous dites ce matin et ce que dit Emmanuel Macron ? C'est que je ne propose pas une coalition anti-Hamas absurde, illusoire, mais sur tout le reste, vous dites exactement la même chose que lui. Oui, mais il faut une crédibilité pour dire quelque chose, chère madame. Il ne faut pas raconter tout et le contraire de tous ses interlocuteurs. Ce qu'il a fait dans la tournée. Je crois que là, maintenant, il ne faut pas se soumettre à l'Union européenne. Il est allé, lui aussi, dire qu'il fallait ouvrir le processus de paix, qu'il souhaitait une perspective à 2 États. La seule chose où il s'est rattrapé, enfin, c'est en votant la résolution de l'ONU et en abandonnant sa position européenne. D'ailleurs, cette résolution de l'ONU montre qu'il ne peut pas y avoir de politique étrangère européenne. Vous avez vu les votes, ils sont très différents selon les États. Mais tout ça est très confus. Moi, je pense qu'il faut être très clair. Là, il y a urgence
urgence à une trêve pour acheminer les secours et éviter, encore une fois, c'est important, je crois, de pousser le peuple palestinien dans les bras du Hamas. Parce que ce qui est terrible dans ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est terrible, et ce que disent certains Israéliens, c'est qu'il est bien sûr légitime, et on comprend les Israéliens presque arrivés de taper fort, mais taper fort à juste titre, et notamment les circuits de financement du Hamas, ils sont où ? Les dirigeants du Hamas, ils sont où ? Comment on reconstitue une autorité palestinienne qui peut dialoguer et qui reconnaisse Israël. Vous voyez, c'est des choses tellement complexes. On va y revenir, mais juste sur la trêve. Sur la trêve, vous dites, vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron, vous souhaitez une trêve. C'est pas ce qu'ont dit hier Éric Zemmour et Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle a dit pas de trêve tant que les otages ne sont pas libérés. Mais je suis désolé, je ne suis pas d'accord sur cette position. Je pense qu'il faut une trêve. Je pense que la politique politicienne s'arrête au moment où il y a des enjeux graves pour le pays. Et eux, ils font de la politique politicienne pour vous ? Je ne sais pas, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que la France, c'est la France. Elle a une responsabilité historique parce que justement, les États reçoivent la France. Après, il faut que la France ait un discours clair. Et je crois fondamentalement que, en tout cas moi, je demande une trêve. Ça ne veut pas dire d'être faible contre le Hamas, pas du tout. Au contraire, pour être fort contre le Hamas, il faut ne pas punir les civils, ne pas les pousser dans les bras du Hamas. C'est tellement élémentaire, parce que ce qu'on joue là, c'est pas seulement la vengeance du 7 octobre, c'est la préparation de la suite. Est-ce qu'on veut un siècle de drame, ou est-ce qu'on veut au contraire quand même préserver un petit chemin de paix qui est très difficile. Il est encore possible pour vous? Mais il sera toujours possible, parce qu'à un moment, ça s'arrêtera. Mais dans quelles conditions? Voilà l'enjeu. Et ce qui est terrible aujourd'hui, quel est l'enjeu? C'est de trouver des interlocuteurs de paix de chaque côté. Voilà. Et qui sont les interlocuteurs de paix? Ils viendront naturellement un jour, puisque mais ils ne sont pas là aujourd'hui. Il ne peut pas y avoir un suicide collectif. Tout le monde ne peut pas ce suicide collectif dans la région ne peut pas continuer. Ça veut dire que pour vous, la solution à deux États, c'est une perspective à plus long terme. C'est pas bien une évidemment, perspective aujourd'hui. La solution à deux États, elle paraît une chimère. Mais, comme le disait très bien Isaac Rabin, mais cet homme malheureusement assassiné par un extrémiste, comme d'autres ont été assassinés du côté arabe, il le disait, quand je lutte contre les terrorismes, je ne pense pas au processus de paix. Mais quand je pense au processus de paix, quand je fais le processus de paix, je ne pense pas au terrorisme. La phrase est un peu différente, mais qu'importe, c'est le sens. C'est ça qui est important. Parce que sinon, on allume une mèche qui va se propager dans tout le monde arabe. C'est ça l'enjeu. Et c'est ça votre inquiétude aujourd'hui. Quand vous entendez... Ce que je voudrais qu'on dise bien, parce que je lis bien, j'ai bien vu les réactions, j'ai publié une vidéo, immédiatement d'ailleurs tout s'enflamme. D'ailleurs c'est bon signe, ça veut dire que si on est critiqué des deux côtés, c'est qu'on a raison. Je crois que, en tout cas, la France, c'est pas n'importe quel pays, c'est un pays qui a une tradition, qui a une influence, mais qui doit avoir un discours cohérent, clair et qui ne change pas selon les interlocuteurs et selon les moments. Vous parlez du rôle d'autres pays. Quand vous entendez Erdogan qui qualifie le Hamas de mouvement de libérateurs et qui accuse l'Occident d'être le principal coupable des massacres à Gaza, qu'est-ce que vous vous dites? Moi, j'ai toujours été clair sur Erdogan et j'ai toujours dit, notamment en France, j'ai été le premier à dire qu'il fallait refuser les constructions de mosquées financées par Erdogan. Donc s'il y en a un qui a toujours été clair là-dessus, d'ailleurs le grand paradoxe, et je crois qu'il y a peu d'explications, c'est que ceux qui hurlent le plus contre le Hamas, quand ils ont gouverné, je parle quand ils ont gouverné, ont été le plus faibles vis-à-vis des mouvements islamistes sur notre sol. Et ce qui est paradoxal, je ne veux pas rentrer, ceux qui ont gouverné, de gauche comme de droite, ceux qui ont toujours gouverné. Et ce que je dis... C'est-à-dire, vous pensez à qui? Aux Républicains? À qui? Tous ceux qui ont gouverné depuis 20 ans. Aujourd'hui, ils ont un discours légitime de soutien à Israël. Légitime, parce que moi, je soutiens Israël face à cette abomination. Mais le vrai soutien à Israël, c'est pas de mentir à Israël. Et je pense que, paradoxalement, une grande faiblesse vis-à-vis de toutes ces mosquées qui ont été intégristes, j'allais dire, ou radicales, ou wahhabites, ou salafistes, ou frères musulmans, qui ont été construites en France. Et donc, moi je pense qu'il faut à la fois être très ferme, ce que ne fait pas Emmanuel Macron, encore une fois, et son gouvernement, sur ce qui se passe en France, et avoir une position ferme et juste au Moyen-Orient. Et ce n'est qu'à cette condition qu'on arrivera à éteindre l'incendie, là-bas et aussi chez nous. Ce
qui se passe en France, justement, ce sont 719 événements ou incidents antisémites depuis le 7 octobre. Est-ce que pour vous, l'importation du conflit est là ? Mais bien sûr qu'elle est là, puisqu'on a laissé s'implanter dans notre pays des mosquées, un islam très radical, alors qu'on aurait dû favoriser les Français musulmans qui respectent les lois de la République, qui ne veulent pas imposer la charia et qu'on a laissé tout faire. Et donc on paye une immigration massive, on paye une absence de rigueur une absence d'organisation du culte musulman en France. Heureusement, ils ne sont pas tous pro-Hamas, donc il faut mesurer là aussi ces paroles. Il y a des millions de Français musulmans qui ne sont pas soutiens du Hamas et je ne veux pas qu'on rentre dans une fausse guerre de civilisation. Il y a des éléments dangereux qu'il faut sortir de France, mais il ne faut pas non plus, là aussi, faut faire attention à ce qu'on dit. Et je vois beaucoup de paroles comment dire, je m'inquiète vraiment des paroles trop systématiques qui laisseraient croire des choses fausses. Et donc le rôle de l'État, c'est à la fois d'être très ferme et d'éviter l'installation sur notre sol de gens dangereux qui soutiennent le Hamas. Mais il faut traiter la cause. J'ai vu qu'on interdisait les manifestations. La manifestation, c'est le thermomètre. Moi, je veux qu'on traite la cause. Mais c'est une bonne chose d'interdire ces manifestations ? Non, je ne crois pas. Ah, pour vous, il ne faut pas les interdire ? Non, je vais vous dire, il faut interdire s'il y a trouble à l'ordre public, bien sûr. Mais... Ce qu'a justifié le Conseil d'État pour interdire celle de samedi. Mais je pense que c'est maladroit. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi c'est maladroit ? Parce qu'on casse le thermomètre, mais on ne s'attaque pas à la cause de la fièvre. Il faudrait mieux expulser ceux qui sont dangereux, il faudrait mieux s'attaquer aux frères musulmans qui prônent une idéologie de haine, et qui soutiennent le Hamas, plutôt que d'interdire la surface, et là aussi, de victimiser ceux qui vont dire « Ah voyez, on n'a pas le droit de soutenir la Palestine ». Je crois que dans cette affaire, il faut absolument tendre la main aux modérés, à ceux qui reconnaissent Israël, qui veulent la paix, qui veulent simplement un État palestinien, et être inflexible et beaucoup plus ferme vis-à-vis des durs. Mais ce que veut faire Gérald Darmanin avec son projet de loi immigration, est-ce que vous le voterez ? Mais est-ce que vous le voterez ? Mais ce projet de loi est... Mais c'est une arnaque. Pourquoi c'est une arnaque ? Mais parce qu'il n'y a rien dedans. Ce sont des mesurettes. Il n'y a pas rien, il y a des mesures pour faciliter l'expulsion, justement. J'ai posé... Mais ce sont des mesurettes absolument pas à la hauteur de l'enjeu. On ne contrôle pas nos frontières. Il faut contrôler nos frontières nationales. Il n'y a pas d'issue autre que cela. Il faut examiner les demandes d'asile en centre fermé à nos frontières. Il n'y a rien là-dessus. Il faut supprimer l'aide et les visas aux pays qui refusent de reprendre nos OQTF. Il faut rétablir la primauté du droit national pour éviter l'application des jurisprudences européennes et des directives européennes. Ces 4 points fondamentaux. Il ne faut pas ramener les djihadistes de Syrie. Les femmes djihadistes, il y en a 80 en prison. Donc, si vous voulez, ce qui est terrible dans ce qu'on voit, c'est que rien n'est fait pour vraiment maîtriser l'immigration en France. C'est pas vrai. Donc vous ne voterez pas le texte ? Ah ben ce texte est une... Si je votais ce texte, je mentirais aux Français. Je ferais croire aux Français que le gouvernement fait quelque chose. Alors il y a quelques mesurettes qui peuvent être intéressantes, mais qui vont rien changer sur le fond. Je vous ai dit les 5 points fondamentaux. On a compris, on va y revenir. Mais parce que Marine Le Pen, hier, elle a dit qu'elle pourrait, elle, voter ce texte si l'article 3 n'y figure plus. Vous, c'est pas votre raisonnement ? Je ne voterai pas un texte. Quoi qu'il ait dedans, même si l'article 3 est retiré. Je voterai peut-être quelques dispositions pour pas compliquer la vie des services de l'État. Mais il ne faut pas mentir aux Français. Ce projet de loi immigration ne traite pas le problème migratoire français. Et si on veut traiter le problème migratoire français, il faut faire les 5 points que je vous ai dit. C'est sur mon site internet de Debout la France, il y a tout dessus. Alors là-dessus, vous êtes d'accord avec les Républicains qui, eux aussi, demandent un référendum sur l'immigration et qui, eux aussi, veulent qu'il y ait une primauté du droit national sur le droit européen. Est-ce que là, du coup, vous voterez... Mais juste, première question, est-ce que vous voterez leur révision constitutionnelle ? Ce sera le 7 décembre à l'Assemblée. Donc vous voterez leur texte. Je vais vous dire, chère madame, j'ai commencé ma carrière politique... Mais vous ne m'avez pas répondu. Vous voterez leur texte ou pas ? J'ai commencé ma carrière politique... Tous les Républicains votaient le traité d'Amsterdam qui a communautarisé la politique migratoire. C'était en 1998, je venais d'être élu député, je me suis fâché avec Jacques Chirac et Philippe Séguin, pourtant mon ami, parce que j'ai dit on ne peut pas transférer à Bruxelles la politique migratoire, on va avoir un chaos. C'était il y a 25 ans. Alors, moi je me réjouis que les Républicains découvrent que tout ce qu'ils ont signé au niveau européen était une catastrophe. Je l'ai dit à chaque traité et j'ai eu un parcours politique mouvementé parce que j'ai osé dire la vérité. Donc, moi je me réjouis. Il faut qu'il soit à 3% ou à 5% pour comprendre
que j'avais raison. Quelle tristesse, quel gâchis. Si on avait dès le début une position de fermeté, on n'en serait pas là. Donc, bien évidemment que moi je voterai toutes les initiatives qui vont au cœur des problèmes. Mais je crois que les Français n'en peuvent plus de la politique de la communication, des faux semblants. Ça ne sert à rien d'aller donner des leçons au Moyen-Orient et de laisser la France tomber aux mains des islamistes. C'est ça la réalité. Donc, occupons-nous de chez nous, et là-bas, soutenons Israël quand il lutte contre le terrorisme, et soutenons les Palestiniens quand ils sont bombardés. Donc vous voterez le texte, on a compris. Et Olivier Marleix, pour le référendum, puisqu'il faut bien poser une question, il propose « Souhaitez-vous approuver une modification de la Constitution pour que la France réaffirme sa pleine souveraineté en matière d'immigration ?» Très bien, j'en suis ravi. Et je dis à Olivier Marleix, il va falloir continuer, parce que il faut vraiment se retirer de l'organisation de Schengen, parce que attention, le référendum ne suffira pas si on ne rétablit pas nos frontières nationales. Parce que il faut contrôler nos frontières. Et ça, je voudrais que les Français comprennent que c'est rien de montrer son passeport pour aller à Madrid, à Londres, pas à Londres c'est déjà fait, à Madrid, en Allemagne, c'est rien, puisque quand on prend un avion, on enlève sa ceinture et ses chaussures. Donc ça coûterait rien, ça serait 2 minutes dans les aéroports pour montrer son passeport. Et il faut être cohérent. Et c'est là où les Républicains ont fait un pas, je m'en réjouis, mais il faut faire l'autre pas. Il faut rétablir les frontières nationales. Et vous signerez leur pétition nationale, puisqu'ils font une pétition nationale. Mais ils peuvent signer la mienne, il y en a même depuis des années. Est-ce que vous espérez qu'ils déposent une motion de censure, les Républicains ? Mais je le réclame. Pas qu'ils la déposent, qu'ils la votent déjà. Ou qu'ils en déposent une, ça m'est complètement égal. On est dans une situation quand même extravagante. On a eu le 14e 49-3. C'est moi qui, pour les non-inscrits, fais le discours à chaque fois. Les Républicains passent leur vie à critiquer le gouvernement et estiment que Emmanuel Macron nous précipite dans le fossé. Et à chaque fois, qui sauve le gouvernement? Qui le sauve? Les députés républicains. Donc, moi, je dis aux Républicains, libre à vous. Faites ce que vous voulez, mais n'ayez pas un décalage entre votre discours. Si vraiment vous estimez qu'Emmanuel Macron fait du mal à la France et son gouvernement, votez la censure. Nous aurons une dissolution probablement, et ce sera tant mieux. Parce que là, cet après-midi, il va encore y avoir 2 nouvelles motions de censure qui ont très peu de chances de passer, puisque les Républicains refusent de faire tomber le gouvernement sur le budget. Donc ils en sont solidaires. Oui, mais est-ce que du coup, les oppositions se décrédibilisent pas à enchaîner les motions de censure qui ne passent pas? Est-ce que vous renforcez pas le gouvernement? Vis-à-vis des Français. Il faut être clair vis-à-vis des Français. C'est un déni de démocratie sans précédent. Si vous reprenez les écritures de Michel Debré, dans la préparation de la Constitution, le 49-3 était un mécanisme exceptionnel pour dompter une majorité ou faire clarifier les votes d'une majorité. Pas pour faire passer des lois de finances, des lois de sécurité sociale, sans aucun débat. Attention, Michel Rocard mettait souvent le 49-3 dans une période à la fin des débats. Mais là, c'est pire que tout. Madame Borne monte à la tribune. Comme vous allez voter contre, il n'y aura pas de débat, on met le 49-3 fini. Mais si ça se passait en Russie... Le texte a été rejeté en commission, que les 2 premiers articles ont été rejetés... Excusez-moi, en commission... Mais attendez, le travail, on est au Sénat, là. Le travail dans l'hémicycle est le seul qui compte. Commission, c'est un travail préparatoire. Donc, vous n'allez pas voter mon budget, donc je vous interdis d'en débattre. Mais ça serait en Russie ou en Chine, qu'est-ce qu'on dirait ? C'est intolérable. Et donc, moi, je suis clair, je vote les motions de censure parce que je dis qu'on ne peut pas rester encore 3 ans et demi dans un pays ingouvernable. Il y a 2 légitimités qui s'affrontent. La légitimité que je respecte du président de la République, il a été élu, qui nomme un gouvernement qui n'a pas de majorité et où les Français, quand même, 6 semaines après l'élection du président, n'ont pas voulu lui donner une majorité pour appliquer son programme. Et ce qui ne va pas, c'est que Mme Borne, au lieu d'essayer de trouver des compromis dans des débats, parce que c'est justement le boulot du débat dans l'hémicycle, avec les amendements, trouver des compromis. Eh bien, au lieu de cela, elle arrive et elle dit « circulez, il n'y a rien à voir ». Ça ne peut pas durer. Et moi, je vous mets en garde, si les débats n'ont pas lieu dans les hémicycles, à l'Assemblée nationale et au Sénat, ils auront lieu dans la rue. Et ça, c'est très grave. Donc, on ne joue pas avec nos institutions comme ça. Là, il y a un jeu malsain de Mme Borne, et je ne vois pas comment les Républicains pourront rester longtemps sans prendre leurs responsabilités. Alors je souhaite qu'ils la prennent sur le sujet qu'ils veulent, parce que je ne pense pas qu'ils pourront rester. Ou alors, cela veut dire qu'ils aborderont 2027 en ayant été dans la majorité macroniste.
en ayant constitué la majorité, puisqu'il n'y a pas de majorité macroniste. Emmanuel Macron, hier, a annoncé qu'il déposera cette semaine au Conseil d'État un projet de loi constitutionnelle pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Vous le voterez ou pas? Je n'avais pas participé au vote, exprès. Je suis favorable à l'IVG. Personne ne le remet en cause dans la classe politique. Mais est-ce que là, vous le voterez? Je ne sais pas si... C'est la version du Sénat qui a été retenue, par celle de l'Assemblée. Alors, il y a la liberté d'inscrire l'IVG, de recourir à l'IVG, pardon. À titre personnel, j'y suis favorable, bien sûr. Sauf que j'estime que ce n'est pas une disposition dans la Constitution. Parce que si on utilise la Constitution pour faire de la politique, il n'y a plus de Constitution. À ce moment-là, on met des politiques dans la Constitution. C'est une pure démagogie, alors que personne ne remet en cause l'IVG. Et sur le plan constitutionnel, c'est une absurdité. Maintenant, si ça fait partie du piège d'Emmanuel Macron au moment où le monde brûle, flambe, au moment où la situation économique est désastreuse, au moment où il est incapable d'assurer le respect de nos frontières, mais pour vous, c'est un piège. Oui, c'est une manœuvre de communication, de diversion. C'est pas juste un engagement qu'il a pris et qu'il tient. C'est une manœuvre de communication, de diversion dérisoire et pathétique. Voilà, j'estime que et c'est pas juste aussi le respect, pour le coup, puisque vous appelez au respect du Parlement. Il y a eu un vote à l'Assemblée, il y a eu un vote au Sénat. Est-ce que c'est pas le respect du Parlement sur les retraites, qui respecte le Parlement sur tous les sujets? Ce sujet-là est important, mais il est respecté et personne ne remet en cause. Donc, mais vous je le voterai peut-être, je verrai, mais en tout cas, je ne voterai pas contre. Sûr, je ne voterai pas contre, je m'abstiendrai peut-être parce que je suis quelqu'un de sérieux et j'estime qu'on ne joue pas avec une constitution quand on est président de la République. Le président de la République est le garant de la Constitution. Alors je sais que c'est pas populaire de dire ça, mais j'estime qu'il y a un moment, et je le vois en ce moment, peut-être parce que j'ai un peu plus d'expérience, mais je trouve qu'il y a beaucoup, c'est pour ça d'ailleurs que le personnel politique n'est plus très respecté ni estimé des Français, c'est parce qu'il se livre à tellement d'acrobaties politiciennes pour plaire à tout prix, que les Français ne les considèrent plus. Et moi, j'essaye, je veux, en tout cas, j'estime que je dois dire ce que je pense. Un mot sur les européennes. Est-ce que vous serez tête de liste, Nicolas Dupont-Aignan? Je ne sais pas encore, on verra bientôt. Vous attendez quoi? J'attends peut-être que quelqu'un d'autre le soit, parce que je suis déjà député et il y a des talents. Quelqu'un d'autre chez vous? Non, pas obligatoirement chez moi. J'ai d'abord défini un projet clair, parce que là aussi, la politique, c'est quand même du projet. Nous avons publié, c'est sur notre site internet, 10 mesures pour rendre à la France son indépendance et revenir à une Europe des nations gaulliennes. Des États libres qui coopèrent entre eux. Le projet est limpide, clair. Maintenant, j'estime, étant député national, que ce doit être quelqu'un d'autre qui mène la liste. Mais quelqu'un d'autre, pas forcément de chez vous. J'espère de chez moi, ou peut-être avec d'autres, avec un accord. Mais ça peut être Marion Maréchal, ça peut être Jordan Bardella. J'estime, on verra, c'est le parti qui en décidera. J'estime qu'avoir une liste Philippot, une liste Asselineau, une liste Bardella, une liste Marion Maréchal, une liste Républicain, une liste Debout la France... pour vous, les Républicains, vous les mettez... Non, mais ça dépend ce qu'ils auront. Vous avez raison, je les mets, mais bon, c'est limite. Allez, hors Républicain, ça fait déjà 5 ou 6 listes. J'estime que l'électorat patriote, souverainiste, gaulliste, serait un peu en colère. Et donc je dis à tous ceux qui s'écharpent en ce moment, est-ce qu'on ne peut pas parler du fond? Mais est-ce que vous en avez parlé à Marion Maréchal et à Jordan Bardella? Je vous dirai le moment venu. Mais c'est quand? Mais on a un peu de temps. Okay. Est-ce que vous croyez qu'en ce moment... Non, mais attendez, excusez-moi. Est-ce que vous croyez qu'en ce moment où le panier de la ménagère, où les Français ne peuvent plus vivre, pour beaucoup d'entre eux, avec le chauffage qui va commencer à être payé, est-ce que vous croyez, au moment où il y a l'affaire dramatique de cette attaque terroriste en Israël, est-ce que vous croyez que c'est le moment de raconter nos salades? Vous reviendrez nous en parler. Merci Nicolas Dupont-Aignan, merci beaucoup d'avoir été notre invité. On passe au Club des Territoires.